Alors, merci pour votre attention parce que tout ça est très dense. Je crois qu'on essaye de couvrir un maximum d'aspects du principe pollueur-payeur en une après-midi, donc c'est assez intense. Euh, Moi, ce que je retiens déjà de ces trois premières présentations, c'est que on a eu trois éclairages qui mettent en lumière certains des angles morts du principe pollueur-payeur. Par exemple, la tension entre utilitarisme et le droit naturel qu'évoquait Philippe, le retard du droit comptable qu'évoquait Jennifer Bardi, la difficulté à garantir l'intégrité environnementale de certaines stratégies de réparation, comme l'évoquait à l'instant Alain, à l'instar de la compensation carbone, ce qui est quand même gênant si on ne peut pas garantir l'intégrité environnementale des stratégies de réparation. C'est un peu gênant, enfin, puisque c'est quand même au fondement du principe pollueur-payeur. En tout cas, c'est une partie de ces coûts-là qu'on essaye de faire rentrer dans le principe pollueur-payeur, comme l'a rappelé aussi Stephen White en introduction. Et puis après, avec les tout derniers éléments présentés par Alain, on voit aussi que si on dézoome un petit peu de la simple internalisation des externalités et qu'on prend le principe pollueur-payeur dans un sens un peu plus large d'utilisation du signal prix, là, on peut analyser d'autres exemples qui ont peut-être plus de vertu d'un point de vue, en tout cas dans l'objectif d'orienter les comportements. Alors, je vais laisser en premier lieu Hélène, donc déjà peut-être se présenter, parce que j'ai pas fait le travail de présentation de chaque intervenant, mais j'ai vu qu'ils l'avaient fait par eux-mêmes. Mais bon, pour dire deux mots quand même, Hélène donc, travaille pour Client Earth, qui est une ONG basée à Bruxelles. Si je crois bien. Et donc va pouvoir nous faire part de sa réaction du point de vue du terrain ou de la mise en œuvre du droit environnemental en réaction aux trois premiers exposés. Et puis après, bien sûr, on prendra vos questions ainsi que les questions des participants en ligne, s'il y en a certains. Ah oui. Si on peut juste mettre Jennifer par point là. Si tu veux commencer, Hélène. Bonjour à tous. Je m'appelle Hélène, je travaille pour Client Earth. Donc nous, on est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir la protection de l'environnement et de la santé humaine à travers un angle qui est spécifique, qui est le levier du droit. Donc on est quasiment tous des juristes et des avocats. Et donc on utilise ce levier-là pour agir sur les politiques publiques en matière d'environnement, notamment à l'échelle européenne. Donc, bien sûr, toutes nos équipes travaillent sur l'implémentation de près ou de loin du principe pollueur-payeur, comme vous pouvez l'imaginer. Et du coup, c'était hyper intéressant d'entendre toutes ces contributions. Je ne suis pas une experte de toutes ces approches techniques, donc c'est hyper intéressant. Moi, mon expertise particulière, c'est la pollution chimique. Donc, c'est une approche assez spécifique, assez technique, assez niche, mais qui, au final, est extrêmement liée à l'implémentation ou au manque d'implémentation de ce principe. Ce que j'ai cru comprendre, du coup, de toutes vos interventions, c'est qu'il y a un peu un mismatch entre le principe et la réalité. Donc, le principe qui est reconnu et validé dans les droits nationaux, européens, voire internationaux, où il y a une dimension à la fois économique, à la fois de justice sociale et puis d'aspiration écologique. Et puis la réalité que bien sûr donc Client c'est le témoin au quotidien, qui est donc le fait qu'on réduit énormément ce principe dans son implémentation, puisqu'il est souvent réduit à la mise en place de systèmes de taxation, de fiscalité ou d'outils économiques finalement, surtout dans les domaines de l'énergie et du transport. Au final, on ne le voit pas trop dans la pollution chimique. Qui conduit parfois à des situations perverses où on obtient finalement un permis à polluer plutôt qu'une une rémédiation, une prévention des risques. Euh, je voulais juste un peu réfléchir sur au final pourquoi est-ce que c'est si difficile d'implémenter ce principe. Ce qu'on constate un peu nous en tant qu'ONG, c'est qu'il y a une vraie résistance au changement de la part des acteurs, qui soient politiques mais surtout industriels. Bien sûr, il est coûteux pour beaucoup de ces acteurs de renouveler les processus industriels. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le lobbying des entreprises, par exemple pétrochimiques, mais chez d'autres aussi. On a un problème lié à la sanction, qui est souvent extrêmement théorique.
Par exemple, en France, on a un récent rapport du procureur général près de la Cour de cassation qui disait que 70% ou 70% pour les Belges des offenses à l'environnement sont sanctionnées par voie d'amende administrative extrêmement faible. Et donc, forcément, quand on a des autorités qui sont peu équipées, peu de ressources, peu de sanctions, ça ne motive pas forcément le respect de ce principe. On a aussi, et ça c'est très juridique, mais est très propre aux produits chimiques, mais certainement dans d'autres, un problème lié au lien de causalité entre la pollution et le dommage, ce qui fait qu'il est quasi impossible de retracer la source de la pollution, ce qui rend difficile, voire impossible, la responsabilisation des entreprises. Et donc, il est assez facile d'échapper à la sanction dans beaucoup de cas. Par exemple, en matière de pollution chimique, aujourd'hui, on a un cas de contamination de beaucoup d'États en Europe au PFAS, au perfluoré. Et pour beaucoup d'entreprises, c'est assez facile de ne pas prendre responsabilité pour cela parce qu'il est quasiment impossible de lier un cancer aujourd'hui au fait de vivre à côté d'une installation industrielle qui émet des PFAS, par exemple. Un dernier problème qu'on constate en pratique, c'est une rétention de l'information par les entreprises. Et parfois même, on appelle ça le manufacturing of doubt, donc le fait d'instrumentaliser le doute, surtout dans des domaines comme les domaines environnementaux, qui sont des domaines où il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques. Je pense que peut-être le professeur de Sedler aura des choses à dire à ce niveau-là, mais il y a aussi un lien entre le principe pollueur-payeur et le principe de précaution à ce niveau-là. Donc, c'était un peu juste mes réflexions personnelles à ce niveau-là, bien sûr, liées à mon travail quotidien. Bien sûr, malheureusement, ces lacunes en matière d'implémentation du principe pollueur-payeur a de réelles conséquences. Nous, ce qu'on voit sur les victimes, bien sûr, mais aussi plus généralement, si on prend un peu de recul sur les limites planétaires, qui sont presque quasiment toutes dépassées. Et donc, ça pose de réelles questions à ce niveau-là. Quelles sont les solutions que des ONG comme Client Earth verraient chouettes à implémenter dans l'immédiat ou dans le moyen terme? Un engagement beaucoup plus clair de la part des décideurs européens sur l'importance de ce principe, mais surtout, comme l'a dit ma collègue du Bureau européen de l'environnement, c'est des mesures contraignantes qui imposent et accompagnent les États pour avoir une application beaucoup plus systématique de ce principe. Ça pourrait peut-être être le résultat du fitness check, on verra. Des sanctions beaucoup plus dissuasives, comme cela s'applique dans d'autres domaines, par exemple comme le droit de la concurrence ou le droit de la protection des données personnelles, qui ont des sanctions très dissuasives. Bizarrement, ça ne s'applique pas trop dans le domaine de l'environnement. Des moyens de recours pour les victimes. Comme je l'ai dit, le lien de causalité est très difficile à cause de la charge de la preuve à établir. Donc, en fait, on a beaucoup de victimes qui restent sur le bord de la route sans dédommagement, sans réparation digne de ce nom. Des systèmes de lanceurs d'alerte également, ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire que ça permettrait aux scientifiques, aux citoyens, aux associations de signaler aux autorités des sources de pollution graves afin que les politiques publiques puissent être actionnées beaucoup plus rapidement et que les pollueurs soient identifiés et responsabilisés quasiment automatiquement. J'ai beaucoup aimé la présentation de Jennifer sur la comptabilité. C'est quelque chose qui est très intéressant au niveau de l'entreprise, mais aussi à un niveau de politique publique, puisque la comptabilité est aussi utilisée pour finalement décider des politiques européennes. Dans le cadre des pollutions chimiques, on a des analyses socio-économiques qui sont faites avant chaque réglementation. Et donc là encore, quand on n'a qu'une seule monétisation, on n'a pas d'approche qualitative de ces dommages, et ben, on a une surestimation des coûts financiers aux entreprises. Et enfin, du côté des acteurs économiques, peut-être qu'on a besoin aussi de lanceurs d'alerte positifs, c'est-à-dire de visionnaires, de leaders dans ces entreprises qui pensent moins court terme et plus long terme, avec des véritables perspectives de changement qui pourront d'ailleurs être bénéfiques sur le plan financier dans le futur pour ces acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions déjà parmi les participants en ligne pour les associés? Il y a 3 questions là, mais je ne sais pas comment on les affiche. Oui, je pense que c'était les questions d'une journaliste qui souhaitait savoir comment ça s'appelait. Tes propos seront, seront bien enregistrés. Vous avez répondu à la consultation
de la Commission européenne sur le fitness check? Non. Non. Bon, en tout cas, on pourra faire un petit compte-rendu de la partie proposition, notamment qui concluait ton intervention, puisque c'est le but aussi de cet après-midi, hein, c'est de contribuer à ce processus de fitness check. Est-ce que vous avez des questions pour nos différents intervenants? Oui. S'agissant du dévoilement, les données de la FAO montrent des tendances assez variées, notamment avec une diminution du dévoilement en Asie du Sud-Est et une augmentation en Afrique centrale. La diminution en Asie du Sud-Est peut sans doute être expliquée parce que la bataille prend fin par manque de combattants, étant donné que les forêts primaires de basse altitude et de moyenne altitude ont déjà disparu depuis longtemps, en tout cas sur les conflits de l'action, un peu moins en Irian-Jaya. À cela, bien entendu, ceci conduit alors à des phénomènes de déboisement en plus haute altitude, notamment sur la Montagne, Kunlun-Leuser, notamment pour l'exploitation du café. Vous faisiez judicieusement préférence à l'agriculture comme étant un des facteurs de déboisement. Et donc, bien entendu, il me semble qu'en tout cas pour l'Indonésie, et pour la Malaisie, la diminution est liée par la disparition complète. Alors, à cela, il me semble qu'il y a un autre phénomène qu'il faut que les forestiers devraient prendre en compte, c'est en fait, on a des forêts de remplacement, notamment de teck, d'acacia, l'huile de palme, surtout en Indonésie, en Malaisie. Et je ne sais pas du tout dans quelle mesure la FAO ou l'ASEAN prennent en considération ces forêts de remplacement qui n'ont pas du tout qui ne présentent pas du tout la même valeur écologique. Et en fait, la cartographie électronique, elle est trompeuse si vous passez en revue l'état des forêts satellite. C'est pas du tout si vous avez affaire de la forêt secondaire en voie de reconstitution ou de la forêt secondaire abîmée ou si vous êtes en face de plantation. On fait vraiment face à un problème de contrôle. Une autre difficulté en vous écoutant sur à propos de la Côte d'Ivoire, il me semble qu'il y a 4 à 8 millions de petits exploitants de cacao en Côte d'Ivoire. Comment est-il possible de garantir un système de traçabilité avec une pléthore d'exploitants? Quels sont les enseignements à dégager de vos études par rapport à ce pays? Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'ai plusieurs réactions, plusieurs questions. Première réaction, je reviens sur les propos de Jennifer s'agissant de l'acceptabilité sociale, le seuil d'acceptabilité sociale à fixer pour ce principe de pollueur-payeur. Je me demandais comment est-il fixé, quels sont les processus de démocratie environnementale, comment est-ce qu'on participe pour que cette acceptabilité sociale reflète bien aussi les intérêts des personnes qui vivent à proximité et qui sont victimes de ces pollutions. Et je voulais aussi rebondir sur le principe évoqué par Alain Carsanti de l'intégrité environnementale des politiques de compensation carbone. De plus en plus, on fait face aux questions d'intégrité sociale. Je pense notamment aux dernières informations avec le rachat d'une partie du territoire libérien par une société émiratie pour en faire un lieu de compensation et d'achat de crédit carbone. On voit qu'il y a quand même eu des projets REDD+, et d'autres types de projets de compensation carbone qui ont eu des conséquences d'expulsion des populations locales et sur les populations indigènes, autochtones locales. Et enfin, dernière question qui s'adresse à tout le monde et qui est un peu une réaction après ces 2 premières heures de débat, qui est, à votre avis, ce principe de pollueur-payeur. Maintenant, on a identifié ses défauts, ses limites. Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on a des moyens de corriger pour quand même continuer à le faire vivre?
Je pense notamment à la préparation de textes européens sur les allégations environnementales, l'interdiction de justement parler de compensation carbone quand ce n'est pas vérifié, et la question des contrôles sur le terrain, parce qu'on continue à partir du principe qu'il y a une compensation quand en fait elle n'est pas vérifiée en pratique. Donc voilà, peut-être, est-ce que le principe de pollueur-payeur, on continue, on s'arrête, que faire? Voilà, merci. Et une dernière question d'Arina. Bonjour, Sybille Boulan de Consommation. Moi, je suis une fédération qui représente les acteurs du vrac, du zéro déchet et du réemploi en Belgique. Et en fait, j'avais deux questions. Donc, il y a effectivement un professeur belge, Bruno Coleman, qui parle de la comptabilité écologique. Et donc, concrètement, je voulais savoir comment intégrer ça et forcer, ou en tout cas stimuler les acteurs à aller plus vers cette démarche-là. Parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'aspect financier joue un rôle essentiel dans la stratégie des entreprises. Et alors, le principe de pollueur-payeur, pour moi, il a un souci, c'est qu'en fait, on est nouveau sur ce principe de compensation et en remettant en question le modèle, le business model même de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui a vraiment un concept d'entreprise vraiment polluante, destructrice, ben, c'est bien si elle va faire la compensation, mais elle ne va pas remettre en question son modèle de base. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel de remettre en question certains modèles et se dire ça aujourd'hui, c'est plus possible. Donc voilà, je me posais la question de comment aujourd'hui ce modèle de pollueur-payeur va aussi agir sur ces questions de business model. Alors, on vous laisse peut-être réagir tour à tour sur l'ensemble des questions. Sur la comptabilité écologique et notamment la méthode CARE en particulier, on va vraiment en reparler en détail à 18h30. Je ne sais pas si vous serez toujours avec nous. Mais bon, peut-être que Jennifer pourra en dire un ou deux mots en attendant. On commence par elle. On commence par Jennifer. Jennifer, est-ce que... Oui. Je sais pas. Oui. Alors, je suis pas certaine d'avoir entendu parfaitement toutes les questions non plus. Donc, n'hésitez pas à me dire de compléter certains points si je ne suis pas exhaustive. J'ai entendu la question du seuil d'acceptabilité finalement en droit de l'environnement. Qu'est-ce qui revient à déterminer voilà, le niveau acceptable de pollution ou autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, mais on va dire que la procédure est plus ou moins lourde selon la gravité des atteintes potentielles. Donc, pour les atteintes potentiellement les plus graves, pour les activités les plus à risque, on va dire, c'est le régime de l'autorisation qui va demander aux pétitionnaires de remplir tout un tas de formalités, donc s'inscrire dans un processus qui va être plutôt contraignant. Alors après, pour prendre, donc tout ça, c'est encadré par le droit, c'est absolument indiscutable, et particulièrement par le droit de l'environnement, avec la question des études d'impact, etc. Et là encore, je ne veux pas trop déborder parce que Monsieur de Sadler sera va sûrement peut-être être amené à revenir sur ces points, voilà, dans le cadre de la prochaine, des prochaines présentations. Mais pour prendre un petit peu de recul et rester donc dans le sujet et l'analyse, et notamment mon intervention sur l'approche du principe pollueur-payeur, c'est un petit peu la difficulté aujourd'hui, et c'était un peu le sens de mon intervention, c'est de se dire que clairement en droit, on transcrit aussi le fruit d'arbitrage économique, politique, mais de manière générale, c'est une déconnexion avec le réel qu'on peut faire. Et ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, et là pour rejoindre directement mon propos, qui est celui donc d'intégrer dans la comptabilité des acteurs économiques concrètement leurs impacts sur l'environnement, parce que c'est ça aujourd'hui, à travers cette proposition, c'est de faire en sorte que les impacts causés par l'activité des entreprises sur l'environnement soient intégrés dans leur comptabilité. Donc, on ne se contenterait plus de faire apparaître la dimension financière, mais on serait aussi dans une approche purement écologique. Donc, pour arriver à cette traduction-là, ça implique une certaine démarche de la part de l'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est intéressant de mettre en perspective avec les réformes entreprises à l'échelle de l'Union européenne, et notamment cette défense de la double matérialité dans le cadre de la directive CSRD. Donc, elle initie des choses qui sont vraiment intéressantes pour le futur. Et là, c'est très comptable. Alexandre y reviendra peut-être en fin de journée. Mais
Mais toujours est-il que, voilà, si on peut être assez critique, c'est quand on voit que ces seuils d'acceptabilité, ils sont peut-être trop éloignés de considérations purement écologiques. En tout cas, on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux en se disant, bah, pour reprendre le Code de l'environnement, lorsqu'il évoque les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci, c'est bien beau de dire qu'ils doivent être supportés par le pollueur. Mais comment on les intègre concrètement dans l'architecture interne des acteurs économiques? Et effectivement, pour reprendre aussi les propos d'Hélène Duguy, la question de la comptabilité, donc moi je me suis centrée sur la comptabilité des acteurs économiques dans le cadre de cette présentation, mais la question comptable, elle est au cœur des politiques publiques environnementales et finalement à chaque échelle, que ce soit l'échelle des États, l'échelle des acteurs économiques. Aujourd'hui, la question des coûts, elle doit être intégrée voilà, à tous les niveaux. Oui, je te poserai une question après. Enfin, non, je vais peut-être parler maintenant, comme ça je te poserai une question, tu pourrais y répondre. Voilà. On a pas mal de retard là. D'accord. Voilà, on va essayer de faire quand même synthétique. Non, sur la question du déboisement, vous avez raison. C'est vrai. Alors, ce que vous soulevez est important. C'est vrai que bon, c'est pas qu'il n'y a plus de forêt, il en reste pas mal, mais elles sont dans des endroits peu propices à l'agriculture, sur des pentes, etc. Et c'est d'ailleurs assez ironique parce que justement, dans beaucoup de cas, ces pays demandent des rémunérations parce qu'ils baissent la déforestation et c'est ça le principe international. Mais on ne se pose pas la question, on n'a pas de théorie du changement pour savoir pourquoi, effectivement. Il y a une baisse de la déforestation. Le cas de la Côte d'Ivoire étant extrême, alors là, il n'y a vraiment plus de forêt, enfin, sauf dans quelques aires protégées. Et effectivement, c'est un pays qui est en train de préparer justement des demandes parce qu'il y a une baisse de la déforestation. Ils avaient les taux les plus élevés il y a une quinzaine d'années en termes de pourcentage. Aujourd'hui, bah, ils n'arrivent pas. Il n'y a plus assez de forêt pour déboiser au même rythme, etc. Donc ça prouve encore une fois l'inanité de ces systèmes internationaux, de ce système international en particulier, des problèmes de la compensation, comme on l'a vu effectivement sur ce genre de choses. Juste sur vos points un peu précis, oui, bon, il y a des trade-offs effectivement, des compromis, enfin des oppositions, des tensions entre le principe carbone et le principe biodiversité. C'est pour ça que personnellement, je pense qu'on devrait, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on devrait complètement sortir de la compensation carbone parce que c'est une logique de maximisation du carbone. Alors, la maximisation du carbone, c'est très simple. Hein. Quand les entreprises veulent compenser, il faut planter des arbres. Les arbres, ça pousse lentement, c'est ça le problème. Donc, on va chercher des arbres qui poussent plus vite que d'autres. Donc, effectivement, des arbres qui, généralement, vont d'abord mourir jeunes, vont probablement poser des problèmes sur l'eau et les sols, des acacias, des eucalyptus, des pins, etc., avec toute une série de problèmes écologiques qui peuvent se poser ou pas, mais enfin, qui peuvent effectivement souvent se poser. Donc, c'est pour ça que moi je travaille vraiment dans ces questions. Vous avez compris que je ne voulais pas massacrer je vous ai dit que les projets pouvaient être de bons projets. Et donc, ça apporte quand même des financements qui ne sont pas négligeables. Et je suis toujours très gêné parce que je fais des critiques assez serrées de la compensation carbone du point de vue de l'intégrité environnementale. Mais quand je vois, y compris souvent mes anciens étudiants qui maintenant montent des projets carbone, ils me disent, mais vous comprenez ou tu comprends, regarde tout ce qu'on fait avec cet argent, etc. Et des fois, je vais sur le terrain et c'est vrai que bon, il y a des choses qui sont pas mal. Simplement, ils vendent du vent. Bon, ils vendent du vent, tant mieux pour eux. Mais non, parce que cet argent pourrait peut-être être mieux utilisé, etc. Mais cela dit, l'argent, bon. Alors moi, je milite pour dire, puisqu'en plus on est en train de parler le nouveau jeu en ville, c'est les crédits biodiversité qu'Emmanuel Macron a annoncé en début d'année en disant, voilà, on va maintenant financer les forêts tropicales avec des crédits biodiversité. Bon, moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de découper les services écosystémiques en tranches et qu'on ait véritablement, enfin, nous, on plaide pour des certificats, d'abord pour ne pas parler de crédit, parce que qui dit crédit dit débit. Hein. Bon, on revient à la compensation carbone, mais, etc., mais qui soient vraiment donc des optiques de contribution, des logiques d'impact, et qui soit directement, qui soit vraiment tourné vers ce que c'est que la réalité d'un écosystème. Un écosystème, c'est du carbone, c'est de la biodiversité, c'est de l'eau, ce sont des sols, et puis c'est du social. C'est-à-dire effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe. Et je vais revenir à la question sur ces questions aussi de social qui sont effectivement importantes. Alors la traçabilité, pour répondre à votre point.
Oui, oui, c'est un problème, mais ça va demander beaucoup d'argent. Mais personnellement, vous savez que le règlement européen qui va s'appliquer demande que la traçabilité se fasse à la parcelle pour tout le monde, y compris les petits planteurs. Alors évidemment, à la limite, c'est plutôt aux gens de la DG Environnement qui vont poser le problème, je ne sais plus quel DG c'est, etc. Bon, ce que les pays effectivement demandent, c'est alors ils demandent deux choses, soit qu'on ait un régime spécial pour les petits producteurs, ce qui ne sera pas accepté parce que sinon il y aura du blanchiment, etc. Ou alors ils demandent effectivement qu'il y ait des efforts de financement importants. Et ce qu'on pense, c'est que ça demande de l'investissement de toute façon, parce qu'en plus il y a des problèmes de foncier, donc ça demande également. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent pour le foncier aussi. La traçabilité, ça suppose aussi la sécurité foncière, ça suppose la clarification du foncier. Et donc de ce point de vue, on est devant quelque chose qui de toute façon il faut faire, à la fois pour le développement, la sécurisation du foncier, etc., etc. Donc probablement, on doit être capable de mobiliser au-delà de la question du zéro déforestation, de l'argent, y compris pour ces questions, parce que et ça peut être intéressant. Pour l'instant, les gens ne voyaient pas quel était l'intérêt d'avoir des titres fonciers ou des certificats fonciers, puisqu'ils vendaient leur cacao très bien. Maintenant, si effectivement ils doivent vendre leur cacao en Europe et il leur faut aussi un certificat foncier, la motivation va commencer à changer. Et de ce point de vue, voilà, donc on peut avoir des effets de dynamique assez intéressants. Sur la question de l'intégrité environnementale, l'intégrité sociale, oui, absolument. Alors, moi, j'ai une position qui n'est pas celle d'un certain nombre d'ONG. L'histoire de la compensation carbone avec les forêts, c'est compliqué. Alors, pourquoi? Parce que les certifications qui sont absolument laxistes, pour pas dire plus, sur le plan de l'intégrité environnementale, bon, ils sont payés par le nombre de. Chaque fois qu'ils ont un crédit carbone vendu, ils ont une royalty qui vient. Bon, donc déjà, vous voyez, le système d'incitation est un standard comme Vera. Voilà. Les auditeurs sont sélectionnés par les gens qui font les projets. Donc, si vous êtes un auditeur un peu emmerdant, etc., vous allez vite perdre vos clients. Et puis, par contre, vous êtes un auditeur complaisant. De bouche à oreille, on saura que c'est vous qui. Parce que lui, il arrange le client. Bon, bref. Donc, les certifications, elles ont beaucoup de défauts du point de vue de l'intégrité environnementale, critique du Guardian, Vera, etc. On vient de le voir. Elles ont un avantage, c'est qu'elles ont toutes endossé les critères de sauvegarde de la Banque mondiale et des groupes, des grandes institutions internationales qui sont repris à AFD, etc. Ce qui veut dire que les projets, et j'en ai vu pas mal, de projets de compensation, projets RED, etc., en fait, non, ils font tout pour éviter les conflits avec les populations, notamment les conflits fonciers. Parce que sinon, c'est clair, il va y avoir un scandale, ils vont perdre leur certification, ils ne pourront plus vendre leur crédit carbone. Là où il y a un problème, y compris les papiers d'ONG, etc., on le voit, moi je les ai décortiqués, c'est quand il y a des aires protégées. Et là, quand il y a une aire protégée, qu'il y a de la finance carbone qui arrive pour faire de la compensation carbone, effectivement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir, comme j'ai vu à Madagascar, des aires protégées qui existaient mais qui n'ont pas de moyens, des aires qu'on appelle les aires protégées de papier. Arrive l'argent du carbone, les agents des eaux et forêts, ils ont enfin de l'argent pour qu'on leur paye des primes, pour qu'ils mettent de l'essence dans leur bagnole, pour leur moto, etc., etc. Ils vont faire la patrouille et ils vont trouver toute une série de gens qui sont installés depuis 10 ans dans l'aire protégée, des orpailleurs, des fabricants de charbon de bois, des agriculteurs, etc. Et évidemment, ils vont les choper et ils vont leur mettre des amendes, etc., ou les expulser, etc. Et là, la question, c'est est-ce que c'est le statut de l'aire protégée qui est en cause, surtout quand c'est une aire protégée dure de type parc national? On peut discuter quand c'est une aire protégée catégorie 5, 6 qui intègre des activités économiques dedans, ou est-ce que c'est la finance carbone? Alors, c'est compliqué. Il y a une interaction, bien sûr. Il y a une sorte de double responsabilité, quoi. Donc, de ce point de vue. Alors, sur le point, ce qui est en train de se passer là aussi, soyons prudents. J'ai vu l'article du Monde, effectivement. Alors, il y a plein d'autres choses. Hein. Le Singapour passe des accords avec le Ghana également. La Suisse a passé des accords avec le Pérou, etc. J'avais fait dans une présentation toute une série de réfléchir à tout ce que pouvait faire effectivement ce type de choses. Il peut faire des tas de choses. Par exemple, la Suisse, ils veulent acheter des crédits carbone. En gros, alors ça c'est un problème, c'est que pour remplir ses objectifs climatiques, la Suisse va acheter des réductions d'émissions au Pérou, au Ghana, etc. C'est un accord, c'est le 6-2, hein, l'accord de Paris. Et alors j'ai regardé un petit peu ce qu'ils allaient faire. Ils vont distribuer des foyers améliorés. Vous voyez, des foyers améliorés pour que les gens consomment moins de bois. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas d'impact. Bon, en gros, c'est peut-être que positif. Évidemment, à mon avis, on sera absolument incapable, et je n'ai vu aucun article qui montre que tant de foyers améliorés égale tant de réduction de la déforestation. Ça, c'est absolument. Par contre, ils feront des crédits carbone, ça c'est sûr, parce que c'est le but. Mais là, voilà, il y a pas de problème, etc. Là où il peut y avoir des problèmes, pour le cas du Libéré ou autre, c'est si effectivement, sous l'impulsion de ces financements, il y a des nouveaux
il y a de nouvelles aires protégées, et notamment des aires protégées dures, c'est-à-dire excluantes, type parc national. Et là, il risque d'y avoir des déplacements de population, etc. Le problème, il est là, mais il faut bien le voir, parce que ce n'est pas systématique. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des projets qui sont parfaitement. D'ailleurs, moi, j'ai vu très souvent les gens qui sont très contents. Hein. Les paysans, il y a des partages des bénéfices avec les paysans. C'est demandé par les systèmes de certification carbone. Les paysans sont vachement contents. Ils font à peu près ce qu'ils ont toujours fait. On leur a donné quelques trucs, on leur fait des activités génératrices de revenus, ils sont contents, bon, etc. Donc, il n'y a pas de spoliation. Et quant aux pays du Sud, je suis bien placé pour vous dire que en ce moment, c'est au contraire, il faut, Tshisekedi en RDC, il demande que l'argent du carbone forestier qu'on leur paye à $100 minimum en prix plancher. Vous voyez, donc, et je vais au sommet des Trois Bassins dans quelques jours. Je sais que ça va être assez compliqué pour moi parce que je participe à un atelier et j'ai pas du tout l'intention disons, de rentrer dans ces demandes de rente, c'est des demandes de rente écologique et pas du tout des demandes d'effort, si vous voulez. Donc, ça va être un peu compliqué. Voilà. Sur le dernier point, moi, je vais te poser une question, si tu permets. Je trouve que sur la question des quotas gratuits, tu donnes l'impression, alors peut-être que c'est moi qui mal interprété, que le quota gratuit pose un problème, le quota payant, effectivement, lui, c'est une internalisation qui commence. En fait, le quota gratuit, tout dépend. Les quotas gratuits, les permis gratuits, bah, tout dépend de combien de régulateurs combien ils distribuent à chaque entreprise, à chaque secteur, et quel est le plafond qu'ils met dans le truc. Si les entreprises reçoivent très peu de quotas, c'est-à-dire si elles reçoivent 2 fois moins de quotas que ce qu'elles ont émis l'an dernier, de toute façon, elles seront bien obligées d'aller sur le marché si elles trouvent des gens pour leur vendre des quotas, ou alors acheter des crédits MDP qui sont peut-être moins chers, enfin si on peut en acheter, jusqu'à proportion de ce qu'elles peuvent faire. Donc en réalité, alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le quota, c'est aussi même gratuit, c'est quand même une contrainte importante. Et cette contrainte, c'est pas le fait que ça soit gratuit qui me paraît fondamental, c'est combien on en met en marché. Et effectivement, alors plus on en met en marché, ce qu'on a fait au début en Europe, on en a mis plein en marché, on en a suralloué. Donc le prix, on était resté avec un prix qui était autour de 5 euros. Et depuis qu'on a commencé, la Commission, l'Union européenne a commencé à faire le ménage, à annuler des tas de quotas, en mettre en réserve, en geler un certain nombre, ah ben, le prix est à 85, etc. Donc même si, bon, bien sûr, il y a aussi la partie enchère qui joue, mais je pense que c'est la rareté, c'est effectivement, et ça dépend du régulateur. Voilà. Alors, brièvement, je vais juste répondre à une question qui a été posée 2 fois, en fait, sur est-ce qu'il faut continuer ou pas le petit pollueur-payeur et son articulation avec la compétition. Shit. Je vais demander aux personnes qui sont en ligne s'ils entendent. Vous entendez? Ok. Alors, on n'a pas forcément tous la même compréhension, la même notion de pollueur-payeur, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je distinguerais totalement de la compensation. Et je dirais c'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est la compensation qui a fait le principe de l'employeur. Donc, qui est évalué en commun, dans un état de coma prolongé. Si vous savez le cas du système européen de quota d'émission de CO2, qui relève en partie du principe de l'employeur, parce que je disais depuis 2013, à la moitié des quotas sont vendus aux enchères. Vous avez peut-être, si vous avez suivi l'histoire de ce système, le prix des quotas est resté très proche de zéro. Peut-être que le système n'a aucune efficacité pendant plusieurs années. Une des raisons, c'était l'afflux de quotas, enfin de crédits carbone issus du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto dont Alain parlait juste avant. Sachant que ces crédits étaient générés à un coût très faible, généralement, beaucoup n'était pas additionnel, donc un coût très, très faible, et qui pouvait être, à l'époque, utilisé par des entreprises européennes soumises au système de quotas de CO2, c'est le cas aujourd'hui. Bon, là, on est vraiment sur un cas où c'est ce système de compensation avec des crédits carbone qui a rendu inopérant le principe pollueur-payeur.
il n'y a pas du tout de. Enfin, le principe pollueur-payeur tel que je le conçois, il n'y a pas du tout de lien automatique avec la compensation. Pour répondre enfin, à la question de la il est exact. Vous aurez une neutralité du mode de distribution. Bon, ça c'est vrai dans les manuels. En pratique, en fait, la manière dont les quotas sont distribués concrètement fait que ça n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, en tout cas sur les questions climat, les quotas distribués gratuitement, ils ne sont pas pour l'éternité. La quantité de quotas reçue est redéfinie régulièrement en fonction de ce qui s'est passé à la période d'avant. Donc, vous savez, vous anticipez que si vous émettez moins, ou en tout cas si vous produisez moins, vous aurez moins de quotas par la suite. Bon, en plus, ça se fait en Europe, avec des effets de seuil assez pervers où la quantité de quotas que vous alliez recevoir dépendait de votre niveau de production, mais avec un seuil à 50% du niveau historique de production. Donc, ce qui s'est passé quand il y a eu la crise du secteur de la construction en 2008-2009 dans le sud de l'Europe, où le marché de la construction s'est complètement effondré, et donc la production de ciment aussi, les cimentiers se sont organisés pour atteindre exactement le niveau de 50% sur leur cimenterie, de manière à recevoir autant de quotas le maximum des quotas. Résultat, en fait, ils ont augmenté la quantité de ciment qu'ils ont exporté du coup parce qu'il n'y a plus de marché en Europe. Enfin, bon, on a ce type d'effet pervers, plus, dont j'ai déjà parlé, le fait que si vous avez une technologie qui va être changée radicalement de procéder en réduisant les émissions, vous n'avez pas d'intérêt à le faire parce que là, vous ne recevrez plus de quotas gratuits. Merci beaucoup.